Mes parents ont déclaré que mes enfants n'étaient pas les bienvenus au déjeuner de Pâques parce qu'ils sont adoptés et que le déjeuner était réservé à la famille. Alors, pendant le déjeuner, ils ont reçu mon ordre d'expulsion. La vérité, c'est que je savais déjà que mes parents ne m'aimaient pas autant qu'ils aimaient ma sœur, mais savoir une chose est une chose, se faire jeter cette vérité au visage de manière aussi cruelle en est une autre. Quand mon mari et moi avons décidé d'adopter, je n'attendais pas le soutien de ma famille. Mes parents ont toujours été froids avec moi, ils ont toujours clairement montré que ma sœur était leur priorité. Quand nous étions petites, je devais tout partager avec elle, mais elle n'avait jamais à partager quoi que ce soit avec moi. Si je recevais un cadeau, elle en recevait deux. Si elle faisait quelque chose de mal, on me blâmait. Si j'avais besoin d'aide, il disait que je devais apprendre à me débrouiller seul, mais si ma sœur demandait quoi que ce soit, il remuait ciel et terre pour le lui donner. La relation s'est encore aggravée quand je me suis marié. Mon mari ne s'est jamais plié à leurs exigences, il n'a jamais feint la sympathie pour leur plaire. Il le détestait pour ça, et il le faisait clairement savoir. Quand nous avons décidé d'adopter, ils ont commencé avec leurs commentaires venimeux, disant que c'était une mauvaise décision, que mon mari et moi allions le regretter, que le sang est le sang et que les enfants adoptés ne seraient jamais vraiment les nôtres. Je m'y attendais, mais ça m'a quand même fait mal. Ma sœur était pire, elle faisait des blagues constamment, disant qu'elle adopterait des enfants à problème qui me voleraient mon argent plus tard, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas un vrai enfant. Mais mon mari et moi avions pris notre décision. Nous voulions adopter, et c'est exactement ce que nous avons fait. Le processus d'adoption a été long et épuisant, mais nous y sommes arrivés. En août, nos enfants sont arrivés, une fille de 2 ans, un garçon de 3 ans et un bébé de quelques mois. C'étaient des frères et sœurs biologiques, sur le point d'être séparés, mais nous ne l'avons pas permis. La première semaine a été chaotique, adaptation, pleurs, peur, mais c'était aussi la meilleure semaine de ma vie. Je les regardais et je ressentais un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas un appel, pas un message de mes parents pour demander comment nous allions. J'ai attendu, j'étais habitué à leur froideur, mais cette fois, c'était différent. Noël est arrivé, et nous avons décidé de le passer avec les parents de mon mari. Ils ont été incroyables, affectueux, attentifs, excités de rencontrer les enfants. Ils les ont traités comme leurs petits-enfants dès la première seconde, ont acheté des cadeaux, pris des photos, les ont câlinés, ont joué avec eux. C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie. Inévitablement, je les comparais à mes parents. Pour le nouvel an, ma mère a envoyé un message simple, « Bonne année ». Pas un mot sur les enfants. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé passer. J'aurais dû être habitué. Les mois ont passé, et quand Pâques a approché, j'ai décidé de tenter une dernière fois. J'ai appelé ma mère, pleine d'espoir. « Maman, et si on organisait un grand déjeuner pour toute la famille ?» Comme avant. Il y a eu un silence étrange à l'autre bout de la ligne. Puis ma mère a répondu d'une voix sans émotion, « Mais il y aura un déjeuner. » Mon cœur s'est serré, je sentais que quelque chose n'allait pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je l'apporte. Les enfants seront tellement contents. Sa réponse a été comme un coup de poignard. Vous n'êtes pas invité. Mon cœur s'est accéléré. Comment ça? On a décidé de ne pas t'inviter. Les réunions de famille, c'est pour la famille. J'avais l'impression que tout mon corps se glaçait. Je ne comprends pas. Ma mère a soufflé, impatiente, tes enfants ne font pas partie de la famille, et pour être honnête, on n'a jamais vraiment aimé ton mari. C'était comme un coup de poing. Tu l'as entendu, ils ne sont pas les bienvenus chez moi. C'est fini. Et elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai regardé mes enfants jouer dans le salon, innocents, heureux, ignorant ce que ma propre mère venait de faire. La tristesse s'est transformée en colère. Comment pouvait-il me faire ça? Comment pouvait-il rejeter mes enfants comme ça? J'ai appelé mon mari. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a lâché une série de jurons. Qu'ils aillent se faire voir. Passons Pâques avec mes parents. On louera cette grande maison rustique à la campagne. Je veux que ce soit les meilleurs Pâques de nos vies. La location était chère, mais peu nous importait. Nous avions tous les deux de bons emplois et voulions que nos enfants aient de beaux souvenirs de Pâques. La maison était parfaite, immense, avec un champ ouvert, un lac pour pêcher et une vue spectaculaire. Mes beaux-parents et mes beaux-frères étaient euphoriques.
J'ai envoyé des photos de la maison à ma belle-mère, qui était enchantée. Ce même jour, elle a publié quelques photos sur Instagram, dont une de notre Noël ensemble. En quelques heures, mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère. J'ai répondu sans rien dire. Ingrate, tu me dégoûtes comme fille. Pour ta belle-mère, tu fais tout, mais pour tes propres parents, rien. Elle criait. Tu n'as pas honte? Louer des manoirs pour ta belle-mère pendant que tes parents n'ont rien. Je me suis mise à rire, incrédule. Rien, maman? J'ai acheté cette maison pour vous. Qui paye les impôts? C'est moi. Qui a payé les rénovations? C'est moi. Tu aurais dû nous donner la maison, a-t-elle répondu. J'ai senti mon sang bouillir. Tu viens de dire que je ne fais pas partie de ta famille. Alors ne m'appelle plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain, mon téléphone a explosé de messages de parents m'insultant. Ma mère a fait ce qu'elle fait toujours, elle s'est posée en victime. Mais je connaissais son jeu. Cet après-midi-là, j'ai vu quelque chose sur Instagram qui m'a poussé à prendre une décision définitive. Ma mère a publié une photo avec ma sœur, avec la légende « Ma seule fille qui en vaut la peine ». C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À Pâques, pendant que ma famille était réunie pour le déjeuner, j'ai reçu une confirmation, l'enveloppe avait été livrée. À l'intérieur, l'ordre d'expulsion. S'ils ne voulaient pas de ma famille, qu'ils aillent vivre avec leur fille préférée. J'étais dans le manoir avec ma vraie famille, passant les meilleures Pâques de ma vie. Je savais qu'ils deviendraient fous en recevant l'ordre d'expulsion, mais honnêtement, ça ne m'importait plus. J'avais passé des années à les entretenir, à payer la maison, les rénovations, les factures, et à la fin, ma mère avait eu l'audace de dire que je ne faisais pas partie de la famille, que mes enfants n'étaient pas les bienvenus, que seule ma sœur comptait. Eh bien, qu'ils assument les conséquences maintenant. Le lendemain matin, alors que je prenais un café sur la terrasse du manoir que nous avions loué pour Pâques, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai ignoré tous les appels, mais alors mon mari a reçu un message de mon beau-frère, « Ta belle-mère fait une crise. Je pense que vous devriez répondre avant qu'elle ne fasse une attaque. » J'ai levé les yeux au ciel. Et maintenant quoi? Il semble que ta mère ait reçu la notification, a dit mon mari en riant. Elle perd la tête. Je me suis réveillé au son insistant du téléphone. Ce n'était pas une sonnerie normale, c'était ce genre d'insistance qui accompagne le chaos. J'ai regardé l'écran, ma mère, encore. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a vibré à nouveau, cette fois un message, « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es malade? Comment oses-tu? » Pas de bonjour, pas de questions, juste des cris par écrit. Je me suis levé en silence, essayant de ne pas réveiller les enfants, et je suis descendu à la cuisine. Mon mari était déjà là, buvant un café avec un sourire complice. Il m'a tendu la tasse qu'il m'avait préparée. Le carnaval a commencé, a-t-il demandé sans arrêter de sourire. Je lui ai montré le message sans rien dire. Je pensais qu'il mettrait plus de temps, a-t-il dit. Tu les as frappés là où ça fait mal, leur ego et leur toi. J'ai regardé l'écran à nouveau. Appel manqué, message, audio après audio, chacun plus ridicule que le précédent. Tu nous as mis à la rue, ta propre mère. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Ta sœur pleure, on ne peut pas croire ce que tu as fait. Tu es une honte, tu l'as toujours été. J'ai ri, pas par amusement, mais d'un rire amer, né de années de colère accumulée. Tu veux en écouter un, ai-je demandé à mon mari. S'il te plaît, a-t-il répondu avec ironie. J'ai mis le haut-parleur, et tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Quel exemple donnes-tu à ces enfants à toi, ces enfants volés? J'ai coupé l'audio d'un coup. J'ai senti une douleur dans l'estomac, mais je l'ai contenue. Volé, ai-je répété à voix basse. Mon mari s'est approché et a pris mon visage dans ses mains. Ne les laisse pas t'empoisonner. Pas encore. J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma sœur. Je ne vais pas répondre. Fais-le, m'a dit mon mari. Juste pour le fun. J'ai hésité une seconde, mais j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était pleine d'une colère contenue. Tu es heureuse? Tu as tout gâché. Maman pleure, papa est furieux. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer maintenant?
Ils vont devoir faire leurs valises, je suppose. Tout ça parce qu'on ne t'a pas invité à un déjeuner? Non, pour toute une vie. Tu sais quoi? Tu as toujours été jalouse. Ça t'a toujours dérangé que maman m'aime plus. Ça ne m'a pas dérangé, ça m'a fait mal. Ce n'est pas pareil. Tu es pathétique. Et toi, tu vis toujours dans une maison que j'ai payée. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Elle a raccroché, non sans m'insulter une dernière fois. J'ai soupiré. Ça va, m'a demandé mon mari. Je ne sais pas, mais je suis fatigué. Très fatigué. J'ai pris une autre gorgée de café et je me suis accordé un moment de silence. Dehors, le soleil commençait à baigner la campagne autour du manoir. Mes enfants riaient dans le salon. Pâques avait commencé, et ma mère continuait d'appeler. Je n'attendais pas qu'il appelle. Pendant des années, il avait été une ombre, quelqu'un qui était là sans l'être. Si ma mère était une tempête, mon père était une porte fermée, silencieux, inutile, complice par omission. Mais cet après-midi-là, alors que les enfants faisaient la sieste et que mon mari lavait la vaisselle avec une musique douce en fond, le téléphone a vibré. Cette fois, ce n'était pas ma mère, c'était lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être par curiosité, peut-être parce qu'une partie de moi cherchait encore quelque chose, une reconnaissance, un « je suis désolé ». Allô, ai-je dit. Silence. Mon père a toussé, s'est raclé la gorge. Sa voix semblait plus faible que dans mes souvenirs. Allô, ma fille. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il l'avait prononcé. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit. Alors peut-être que tu ne devrais pas commencer. Je veux qu'on parle. Pourquoi faire? Pour que tu me dises que ce que j'ai fait est cruel? Non, pour que tu m'écoutes. Juste ça. Je suis restée silencieuse. Il a pris ça comme une permission. Ta mère est hors de contrôle. Elle crie, elle fait ses valises, elle casse des choses. Elle dit que tu l'as détruite, que tu l'as trahie, que tu lui as tout pris. Elle nous a exclus de sa vie. Je n'ai fait que suivre sa logique jusqu'au bout. Je sais, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Ça m'a surprise. Tu sais? Je ne suis pas un bon père. Je ne l'ai jamais été. Mais je ne suis pas idiot. J'ai tout vu, tout ce qui s'est passé. Et je n'ai rien fait parce que j'avais peur. Ce mot, peur. Peur de quoi? De maman? De te retrouver seule? De perdre ton confort? Peur de l'affronter? Elle a toujours été plus forte que moi. Ce n'était pas cruel, et toi, tu as été faible. Oui. Pas d'excuses, juste ce oui sec, nu, presque pathétique. Je veux arranger les choses, a-t-il dit. On ne peut pas. Je peux essayer. Et pourquoi maintenant? Parce que je vous ai expulsé? Parce que vous ne pouvez plus vivre gratuitement dans ma maison. Un long silence. Non, parce que je suis malade. Je n'ai rien dit. J'ai un cancer. On me l'a diagnostiqué il y a 6 mois. Je ne l'ai dit à personne, pas même à ta mère. Je ne voulais pas de pitié. Je ne savais pas si je devais le croire. Ça pouvait être un jeu, une autre manipulation. Mais sa voix avait un tremblement que je n'avais jamais entendu. Et qu'est-ce que tu veux de moi? De la pitié? Du pardon? De l'argent? Je ne sais pas. Peut-être un peu de dignité avant la fin. Tu aurais dû y penser quand tu m'as laissé grandir en me sentant invisible. Je sais, a-t-il répété. J'ai pris une profonde inspiration, mes mains tremblaient. Je ne peux pas t'aider, papa. Je ne peux pas porter ta culpabilité en plus. Je ne suis la bouée de personne. Alors écoute-moi juste dire ça, s'il te plaît. J'ai attendu. Je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu, pour ne pas t'avoir plus serré dans mes bras, pour ne pas t'avoir dit que tu avais de la valeur. J'ai échoué tous les jours. Je le sais maintenant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu mon père pleurer. J'ai raccroché sans rien dire, parce que je ne savais pas quoi dire. Je suis resté là, sur la terrasse, regardant la campagne, le téléphone à la main, le cœur noué et l'âme divisée. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle ne venait pas de mes parents, mais d'un cabinet d'avocats.
L'enveloppe était épaisse, élégante, avec un en-tête que j'ai reconnu immédiatement, l'avocat de la famille. Regarde ça, ai-je dit à mon mari en la posant sur la table sans l'ouvrir. Il l'a regardée comme si c'était une bombe. Qu'est-ce qu'ils vont faire, te poursuivre pour ta propre maison? Ça ne m'étonnerait pas. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une longue lettre rédigée dans le ton froid et passif-agressif habituel, des mots juridiques masquant une crise de colère. Ma cliente, Madame de G, réside dans l'immeuble mentionné depuis plus de 20 ans, ce qui constitue, selon la législation en vigueur, une relation d'usufruit implicite. J'ai lu la phrase 2 fois. Usufruit implicite. Maintenant, il faudrait que je l'indemnise pour avoir vécu gratuitement pendant 2 décennies. Mon mari a ri sans humour. Et ils veulent quoi? De l'argent? Invalider l'ordre d'expulsion? Ils prétendent que c'est un abus de pouvoir familial. Familial, après t'avoir dit que tu ne fais pas partie de la famille. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise, fatigué. Ils veulent salir mon nom. Ils veulent que je cède. Et tu vas le faire? Je l'ai regardé. Non. Je suis allé au bureau et j'ai sorti le dossier bleu que je gardais toujours au fond du tiroir. Là-dedans, il y avait les papiers de la maison, acte de propriété, impôts, facture de rénovation, tout signé de mon nom, tout payé par moi. Mon nom sur chaque page. Tu vas leur répondre, a-t-il demandé. Non, mon avocate le fera. Je l'ai appelée le lendemain. C'était la même avocate qui m'avait aidé pour l'adoption, claire, directe, sans patience pour les sottises. Usufruit implicite, s'il vous plaît, a-t-elle dit en parcourant les documents que je lui avais envoyés par scan. La maison est à toi. Le reste, c'est du théâtre. Ils peuvent attaquer, mais ils perdront leur temps et leur argent. Par contre, ils peuvent t'épuiser émotionnellement. Ça, ils le font depuis que je suis né, ai-je répondu. Clara a ri avec amertume. Tu veux qu'on leur envoie une contre-offre? Non, je veux qu'on exécute l'expulsion, point final. D'accord, mais prépare-toi. Ce n'est que le début. Et elle avait raison, car cette même nuit, ma sœur a publié une story sur Instagram. Une selfie avec ma mère en larmes devant des cartons, avec la légende « On nous a expulsés comme des chiens ». Certains naissent sans âme. En dessous, une pluie de commentaires de cousins, tantes, connaissances indignées, tous achetant le drame, tous me traitant de monstre, d'ingrate, de fille de glace. Et là, j'ai compris qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Il ne leur suffisait pas de les expulser de la maison, ils voulaient aussi m'exiler de leur récit, faire de moi la méchante de leur telenovela familiale. Mais cette fois, moi aussi, je savais jouer. Le message est arrivé en plein après-midi, alors que nous faisions des biscuits avec les enfants. J'étais couverte de sucre et de farine quand je l'ai ouvert. C'était de ma tante Martha, la seule qui avait toujours été quelque peu neutre, bien qu'elle n'ait jamais osé me défendre complètement. Je te dis ça parce que je pense que c'est juste que tu le saches. Ta mère est en train de préparer une donation anticipée. Elle cède tout à ta sœur, disant qu'elle ne veut pas que, l'ingrate sorcière, touche un centime après sa mort. Je suis resté à fixer l'écran quelques secondes. Pas de colère, pas cette fois. J'ai ressenti une confirmation, comme si quelque chose que je soupçonnais déjà devenait tangible. Par impulsion, je suis allé sur les réseaux sociaux, et là, il y avait un autre post de ma sœur, une photo avec le titre de propriété d'un local qui appartenait autrefois à mes parents, accompagné du texte « Merci maman de toujours penser à moi, tu as toujours su qui était à tes côtés. » Mon mari, qui aidait notre fille à mettre des pépites de chocolat dans la pâte, a levé les yeux quand il m'a entendu soupirer. Un autre chef-d'œuvre. Je lui ai montré l'écran. Son expression est passée de l'amusement à la fureur en quelques secondes. Ça t'appartenait aussi, tout ça l'était. Ou du moins, j'ai aidé à le payer. Moi, je contribuais, elle dépensait. Ça ne peut pas être légal de t'exclure de l'héritage comme ça. Si, c'est possible. Tant qu'elle est en vie, elle peut donner ce qu'elle veut. Je suis allé dans le bureau, j'ai sorti un autre dossier, reçu, virement, preuve de tout l'argent que je leur avais envoyé ces 10 dernières années pour des réparations, des impôts, des dettes. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a-t-il demandé depuis la porte. Rien pour l'instant. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à quelque chose que mon père avait dit lors de notre dernière conversation, tout ça vient de bien plus loin, il y a des choses que tu ne sais pas.
À 3 heures du matin, je me suis levé, je suis descendu au garage. Là, dans une vieille boîte de documents, j'ai trouvé un dossier avec des photocopies anciennes, actes de naissance, certificats scolaires, et parmi eux, quelque chose que je ne me souvenais pas avoir vu avant. Un certificat d'ADN datant de plus de 20 ans, signé par un laboratoire privé. Il disait, résultat, consanguinité. Les noms, mon père et ma sœur. Je suis resté figé. Je ne comprenais pas tout à fait. J'ai relu. Ma sœur n'était pas la fille de mon père. Ma mère avait toujours caché ça. Mes mains tremblaient. Tout ce favoritisme, toute cette cécité, c'était de la culpabilité, un secret maintenu au prix du mépris envers moi. Le lendemain, j'ai appelé mon père. J'avais besoin de l'entendre le dire. Oui, a-t-il admis après un long silence. Elle n'a jamais été ma fille. Ta mère me l'a avoué quand il était déjà trop tard pour partir. Et pourquoi es-tu resté? Parce qu'elle me l'a demandé. Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que je t'avais déjà, toi. Et parce qu'il était plus facile de regarder ailleurs. J'ai pleuré de rage, de soulagement, de dégoût. Ma famille était un mensonge, mais pour la première fois, je comprenais le scénario. J'ai passé des jours à ruminer tout ça en silence. Je marchais dans la maison comme si quelque chose pesait sur ma poitrine, une pierre invisible. Mon mari l'a remarqué. Tu as trouvé autre chose dans ces papiers. J'ai hoché la tête. Ma sœur n'est pas la fille de mon père. Il a cligné des yeux, confus. Quoi? Ma mère a eu un amant, je suppose, quand elle était enceinte d'elle. Et elle a convaincu mon père de l'élever comme sa fille. Ou elle l'a forcé. Ou elle l'a fait chanter. Peu importe comment. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, silencieux. Ça explique tellement de choses, a-t-il murmuré. Le favoritisme, le mépris envers toi, la culpabilité, le besoin de la protéger à tout prix. Exactement. Il m'a regardé avec ce mélange de colère et de tendresse qu'il avait toujours quand il voyait que quelque chose me faisait mal. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Je ne vais rien lui dire. Qu'elle vive avec leurs mensonges. J'en ai assez du mien. Tu es sûr? Oui. Le dire, ce serait une façon d'essayer de lui faire du mal, et je ne veux plus jouer à ce jeu. Je veux juste qu'on me laisse en paix. Je me suis levé, je suis allé au placard et j'ai sorti une boîte de souvenirs que j'avais rangée il y a des années, photos, lettres, dessins d'enfants, billets de théâtre, des choses que j'avais gardées par habitude, pas par amour. Je les ai posées sur la table, je les ai regardées une par une. Il y avait une photo de moi avec ma mère à la plage. Elle souriait à l'appareil, moi, j'étais de côté, comme si je ne savais pas si je devais sourire aussi. J'ai allumé la cheminée. Mon mari n'a rien dit, il m'a juste accompagné en silence pendant que je jetais les photos dans le feu, une à une. Je les ai vues se tordre, devenir cendres. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. C'était comme nettoyer une plaie ouverte avec de l'alcool, ça brûlait, mais ça guérissait aussi. Quand la dernière photo s'est transformée en fumée, j'ai respiré profondément. Et maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, je recommence. Sans elle, sans rien attendre, sans traîner plus de ruines. On s'est enlacé. Les enfants sont descendus en courant peu après, criant qu'ils voulaient des toasts et du jus. Et au milieu du chaos, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans cette maison, une légèreté, comme si le passé s'était enfin envolé avec la fumée. Quelques jours plus tard, je me suis assise devant la baie vitrée du salon, un café à la main, regardant mes enfants jouer dans le jardin. Le bébé dormait sur ma poitrine. C'était un de ces moments calmes, suspendus, qui vous obligent à réfléchir. Et je réfléchissais. Je pensais à tout ce que je savais, à tout ce que j'avais découvert, à tout ce que j'avais eu. Je me débattais entre deux chemins, révéler le secret ou le laisser mourir. J'avais la vérité dans la paume de ma main. Je pouvais les détruire. Je pouvais crier au monde que ma mère avait menti, que ma sœur n'était pas celle qu'elle croyait être. Je pouvais tout ravager. Mais à quoi bon? Mon mari est apparu derrière moi et m'a enlacé. Tu es très silencieux ces derniers temps. Je réfléchis. Si je veux la guerre ou la paix. Et je crois que je veux le silence. Il a hoché la tête sans insister. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit un email. Je l'ai adressé à mon avocat.
Je lui ai demandé de clore définitivement l'affaire de l'expulsion, de ne plus envoyer de notifications, de ne plus répondre aux réclamations, de les laisser crier dans le vide. Puis j'en ai écrit un autre, un brouillon. C'était une lettre pour ma mère. Je n'allais pas l'envoyer, mais j'avais besoin de l'écrire. Je ne te hais pas, mais je ne te pardonne pas non plus. Je ne suis pas ta fille, pas comme tu l'entends. Tu ne me dois pas d'amour, mais tu me devais du respect, et tu as échoué. Je ne veux plus de toi près de moi. Pas par vengeance, pour ma santé. Parce que mes enfants ne méritent pas de grandir à côté de quelqu'un qui les considère comme étrangers. Parce que je ne mérite plus de mendier de l'affection. Plus jamais. J'ai sauvegardé la lettre, je l'ai imprimée, je l'ai rangée dans une boîte avec le dossier des documents familiaux. J'ai tout scellé avec du ruban adhésif. Puis j'ai sorti une nouvelle boîte, et dedans, j'ai mis d'autres choses, des dessins de mes enfants, une photo de notre premier Noël ensemble, une peluche que le bébé ne lâchait jamais. Par-dessus, j'ai mis une note, ça, c'est ma famille. Je l'ai scellé et je l'ai rangé au-dessus de l'autre. J'ai décidé que j'allais vivre avec ce qui était à moi et lâcher ce qui ne m'appartenait pas. À voix basse, comme un mantra, j'ai répété, c'est fini. Cette fois, pour de vrai. Le message est arrivé un jeudi, vers midi. Il était court, presque naïf, pouvons-nous parler ? Il venait de ma mère. Je l'ai ignoré. Ce soir-là, pendant qu'on lisait des histoires aux enfants, le téléphone a sonné à nouveau. Elle. Je n'ai pas répondu. Mais une minute plus tard, un message vocal est arrivé. Je l'ai écouté sans que mon mari le sache, par curiosité, par faiblesse. Je suis malade, disait sa voix éteinte, faussement faible. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux voir mes petits-enfants, je veux leur dire au revoir. S'il te plaît, ma fille. Ça ne m'a pas ému, ça ne m'a pas brisé. Ça m'a mise en colère, parce que ce n'était pas réel. Ce n'était pas une demande, c'était une stratégie. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas commenté. Je suis allé me coucher avec un nœud dans l'estomac. Le lendemain matin, ma sœur m'a écrit, sans pitié, avec colère. Quel genre de personne es-tu pour ignorer ta mère quand elle te dit qu'elle est malade ? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Mais l'après-midi, j'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Je savais que tu allais appeler. A-t-elle dit avec un soupir théâtral. Tu es malade ? Ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que je veux voir mes petits-enfants, et je veux te voir, toi. Parler en famille. Nous ne sommes pas une famille, maman. Tu l'as dit toi-même. J'étais en colère, j'étais blessé. Toi aussi, tu as dit des choses horribles. J'ai défendu mes enfants. Ce n'est pas horrible. Silence. Tu vas être si dur. Je ne suis pas dur, j'ai juste cessé d'être faible avec toi. Écoute, je ne veux pas discuter. Je veux juste te voir, toi, les enfants, même une seule fois. Pourquoi faire ? Pour arranger les choses ? J'ai ri, un rire sec, incrédule. Tu ne veux rien arranger. Tu veux contrôler le récit. Tu veux que, quand tu mourras, quelqu'un dise que tu as fait la paix avec moi. Tu veux nettoyer ton image. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Ça a toujours été comme ça. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais, seulement de comment tu apparaissais aux yeux des autres. Tu es cruel. Non, je suis honnête, pour la première fois. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Rien. C'est la différence. Je ne veux plus rien de toi. Je n'attends plus rien. Et les enfants, ils n'ont pas le droit de connaître leur grand-mère ? Ils ont le droit d'être en sécurité, et tu n'es pas un endroit sûr. Tu es en train de détruire cette famille. La famille était déjà détruite, maman. J'ai juste arrêté de faire semblant qu'elle ne l'était pas, j'ai raccroché. J'ai respiré profondément. J'ai fermé les yeux. Mon téléphone a vibré pendant des heures. Je n'ai plus regardé l'écran. Le temps ne s'est pas arrêté, même si la blessure faisait encore mal en silence. Mes enfants grandissaient chaque jour avec plus de rire, plus de mots nouveaux, plus d'idées qui nous arrachaient des éclats de rire. Leurs petits pas commençaient à laisser des traces solides. Un après-midi, pendant qu'on pliait du linge, ma fille aînée est venue avec un dessin. C'était un cœur géant fait avec des crayons maladroits, mais avec beaucoup plus d'intention que de talent.
Dedans, il y avait 4 personnages, papa, maman, elle, son frère, et le bébé, qui ressemblait plus à un nuage qu'à une personne. En haut, elle avait écrit « Ma famille et les grands-parents ». J'ai demandé sans réfléchir. Elle a souri. La bonne grand-mère est en train de cuisiner, le bon grand-père est en train de pêcher. Et elle a montré un coin du dessin où il y avait 2 bonshommes avec de grands sourires. C'étaient mes beaux-parents. Je suis restée silencieuse. Une partie de moi était émue, une autre souffrait. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion scolaire, le professeur nous a demandé à chaque parent de partager quelque chose que leur enfant avait dit à la maison. Quand ce fut mon tour, j'ai raconté que mon fils avait appelé « Maman Magique » une amie à moi parce qu'elle m'avait aidé à chercher mes enfants avec son cœur. Tout le monde a ri, moi aussi, mais à l'intérieur, mes yeux se sont embués. Après l'événement, en rentrant en voiture, mon fils m'a demandé « Pourquoi on ne voit pas l'autre grand-mère ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son ton n'était pas triste, juste curieux. J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer comme on en a besoin. Et quand on forme sa famille, on choisit avec qui on veut grandir. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait tout. Alors, je veux grandir avec toi et papa. Et avec qui d'autre? Avec les bons grands-parents, avec mes petites sœurs, et avec le chien, quand on en aura un. J'ai ri. Tu veux un chien maintenant? Oui, un qui aboie quand des méchants viennent. J'ai ri plus fort. Et là, dans une phrase d'enfant, dans ce mélange d'innocence et de clarté brutale, j'ai compris que tout était sur la bonne voie. Que ma nouvelle famille avait des racines solides. Que nous avions survécu à la tempête. Et que l'amour, quand il est bien choisi, n'a pas besoin de lien de sang, juste de vérité. Je l'ai su par Martha, encore une fois. Ma tante, celle qui était toujours à l'écart mais qui avait des yeux partout. Elle m'a appelé un après-midi, sans détour. Ils ont vendu la maison, a-t-elle dit. Laquelle? Celle de tes parents. Enfin, celle qui était à toi. J'ai ressenti une pointe, pas de douleur, de clôture, comme si une page s'était enfin tournée. Et maintenant, où sont-ils? Avec ta sœur. Mais ça ne va pas bien. J'ai ri. Je n'aurais pas dû me réjouir, mais c'était inévitable. Pourquoi? Parce qu'elle se déteste. Elle crie tout le temps. La maison est petite, ta mère se plaint de tout, ta sœur dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle est épuisée. Ce n'est pas mon problème. Je sais, mais je pensais que tu voudrais le savoir. Ce soir-là, mon mari m'a tendu son téléphone avec un sourcil levé. Regarde ça, a-t-il dit en me montrant un message. C'était de mon beau-frère. Ta belle-mère est insupportable, elle insulte tout le monde, je ne sais pas combien de temps on va encore la supporter. Il a ajouté, elle commence à dire qu'elle regrette son autre fille. On dirait que sa mémoire sélective lui joue des tours. J'ai ri à nouveau. Tu sais ce qui est triste, ai-je dit. C'est que même maintenant, après tout, elles s'attendent encore à ce que je revienne, que je pardonne, que je les sauve. Mais c'est fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message de ma sœur, s'il te reste un peu d'humanité, appelle-la. Elle va mal. Très mal. Je n'ai pas répondu. Puis un autre est arrivé. Elle est malade, elle ne veut pas aller chez le médecin, on n'a pas d'argent pour s'occuper d'elle. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Une partie de moi a ressenti quelque chose, un écho. Pas de la culpabilité, pas de la compassion, juste une ombre, comme si quelque chose en moi bougeait sans savoir où aller. Ce soir-là, j'ai écrit une phrase dans mon carnet, presque sans réfléchir, parfois, quand le bourreau se brise, la victime ne ressent pas de soulagement, juste du silence. Et j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Décembre est arrivé sans bouleversement. Les enfants ont décoré le sapin avec un enthousiasme chaotique, comme si chaque décoration était une victoire. Mon mari cuisinait plus que d'habitude, chantait des chants de Noël faux. La maison sentait ce doux parfum de foyer, un mélange de biscuits, de mandarines et de vie. J'observais tout depuis le canapé, une tasse chaude entre les mains, et un cœur qui, enfin, ne souffrait plus. Mon téléphone continuait de sonner de temps en temps, des numéros connus, d'autres non. Je ne répondais pas. J'avais cessé de chercher des explications, de me justifier, de regarder en arrière. Une nuit, en enveloppant des cadeaux,
je me suis retrouvé à écrire quelque chose sur une feuille volante. Ce n'était pas une lettre, elle n'avait pas de destinataire. C'était plus un murmure. Ça disait, « Cher moi du passé, tu as réussi. Pas parfaite, pas indemne, mais libre. » J'ai glissé la feuille dans le livre d'histoire que je lisais avec les enfants. Peut-être qu'un jour ils la trouveraient. Le 24 au soir, nous avons fait un dîner simple, juste nous, mes beaux-parents et 2 amis proches. Nous avons porté un toast à l'année, à la santé, au nouveau départ. Et quand mon fils s'est approché, le visage taché de chocolat, et m'a serré fort en murmurant, « T'es la meilleure maman du monde », j'ai senti le monde s'arrêter une seconde. Je n'ai pas pleuré, j'ai souri. Et j'ai su que je n'avais besoin de rien d'autre. Le lendemain, pendant que je prenais un café sur la terrasse et que je regardais le ciel s'éclaircir, le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai regardé et je l'ai éteint. Je n'avais plus rien à dire. Parce que la paix, parfois, ce n'est pas le pardon. C'est le silence.